Bonjour à toutes et tous. Oui, excusez-moi, ça y est, on est en live. Hein. Je vous prends au dépourvu tous les trois. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui se sont inscrits pour cet Affectio Talk de nous rejoindre en direct. On va laisser un tout petit peu, une petite minute quand même, le temps que tout le monde se connecte. Je vous rappelle le principe de ces Affectio Talk. On reçoit trois acteurs qui, chacun dans leur domaine, sont très impliqués sur toutes les transitions qui s'imposent à nous aujourd'hui dans un certain degré d'urgence sur plein de paramètres, qu'il s'agisse d'enjeux sociaux, environnementaux et de lutte contre la pauvreté, par exemple. C'est le thème de l'ouvrage de Najat. On va traiter en fait de trois acteurs qui sont aussi trois auteurs et qui vont nous raconter à travers leur ouvrage un petit peu la manière dont leurs activités respectives contribuent dans la mesure du possible à faire advenir un monde plus durable. Donc, on est vraiment ravis d'accueillir trois personnes qui, chacune dans leur domaine, sont très emblématiques, ont des parcours aussi riches et emblématiques. Et je pense que la session, en fait, elle va pour informer l'audience. Je vais d'abord interroger nos trois invités sur la raison pour laquelle ils ont pris la plume et pourquoi peut-être particulièrement en 2020 aussi. Et puis ensuite, on va discuter tous ensemble autour de leurs ouvrages respectifs en rebondissant sur des passages, des verbatims. Et je ne doute pas que tout cela va nourrir la conversation entre nous pendant cette petite heure et demie que l'on va passer ensemble. Donc, je vous présente quand même si évidemment les deux jeunes femmes qui sont à nos côtés, je pense que beaucoup de monde les connaissent. Alors peut-être connaissez-vous un peu moins Alexandre Brailovsky, qui est à nos côtés aussi. Je commencerai peut-être par le plus méconnu des trois, si vous ne m'en voulez pas, Najat et Sarah, pour dire quelques mots sur Alexandre Brailovsky, qui en fait est un médecin généraliste de formation et d'exercice, qui maintenant, il y a un certain nombre d'années, Alexandre, on peut dire le siècle dernier, ou le millénaire dernier, vous avez bifurqué vers le monde de l'entreprise, mais en passant par la case médecin humanitaire, au sein de Médecins sans frontières notamment, et ensuite dans l'humanitaire avec une activité notamment d'accès à l'eau à Haïti, hein, un pays qui vous est cher. Et puis, c'est tout ce que vous avez pu faire en Haïti qui a manifestement attiré l'intérêt d'une grande entreprise dans le secteur de l'eau, en l'occurrence Suez Environnement pour ne pas la nommer, qui a fait appel à vous et votre profil très atypique pour notamment accompagner et aider tous les processus d'implication des parties prenantes sur les territoires et en particulier dans les pays les plus en besoin de ce droit fondamental à l'accès à l'eau. Et votre expertise de l'ingénierie sociétale a été reconnue comme étant stratégique pour un groupe comme celui-ci. Et aujourd'hui, vous officiez en votre qualité de responsable de la responsabilité sociétale d'un groupe énergétique bien connu, en l'occurrence Engie. Et en fait, tout ce parcours vous a amené à en parler à travers un bouquin qui s'appelle le Traité de responsabilité sociétale, où c'est une façon un peu, à travers votre parcours, de raconter comment le sujet de la responsabilité sociétale doit faire l'objet aussi d'un certain nombre de méthodologies. Et c'est votre expérience qui vous amène à coucher tout cela sur le papier pour témoigner de comment on fait pour notamment impliquer les parties prenantes, cette notion si stratégique, dans des projets sociétaux menés par les entreprises. Donc, il y a des sujets de méthode, il y a beaucoup de sujets d'attitude aussi, et on y reviendra. Donc, merci d'être là, Alexandre. Alors, nous avons aussi à nos côtés Sarah Durieux, qui, évidemment, je pense, est bien connue notamment par tous les gens qui ont eu l'occasion. Et d'ailleurs, je vous pose une question à tous les trois. Est-ce que vous avez déjà signé une pétition en ligne? Alexandre? Moi, oui. J'en ai signé plusieurs en Sarah, fraude. c'est curieux, mais bon, en tout cas, alors, ça veut dire que vous êtes, nous, ce qu'on a coutume d'appeler des homo ethicus numericus. Hein. Finalement, le numérique vous a permis de vous impliquer sur une cause à travers votre simple pouce. Vous avez pu contribuer sans doute à donner un sacré coup de pouce à une opération, à une campagne,
pour lutter contre des lois liberticides ou au contraire faire adopter des lois qui seraient là pour les garantir, etc. Et que sais-je. Et donc évidemment, cette révolution du digital, Sarah Durieux, en votre qualité de directrice générale de Change.org France, eh bien, vous incarnez ce mouvement qui n'est pas prêt de cesser et bien au contraire, qui devient un peu notre quotidien à tous, en tout cas de tous les citoyens engagés et attentifs sur ces causes. Et vous nous avez commis cet ouvrage qu'on ne voit pas si... Ah, mais en fait, c'est la couverture blanche. Manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. C'est un vrai vadémécum avec tout ce qui peut permettre à tout citoyen qui ne sait pas par quel bout prendre le schmilblick de s'engager sur une cause et évidemment de mobiliser le digital qui aujourd'hui est devenu un passage quasi obligé. Mais en tout cas, là, vous apportez une méthode, des guides hyper pratiques avec témoignages à l'appui et carrément des fiches pratiques. À la fin de la lecture de l'ouvrage, on peut carrément lancer sa campagne, en fait, se mettre d'accord avec ses voisins et puis balancer quelque chose sur les réseaux pour faire bouger une cause. Donc, merci Sarah d'être à nos côtés. Et puis enfin, Najat Vallaud-Belkacem, que je ne présenterai pas, mais qui aujourd'hui officie en sa qualité de directrice, alors exécutive ou directrice générale de Générale. One, directrice générale de One. Donc après la sphère politique, c'est tout aussi politique. Vous dirigez une ONG qui est très très axée sur les sujets d'aide au développement et vous avez, à travers cet ouvrage, fait un point sur l'aide publique au développement, l'acronyme APD. C'est court, très riche, très sourcé, ça fait le point, ça casse des fantasmes, plein de... La fake news autour de l'aide publique au développement, grâce à cet ouvrage, vous remettez un peu les choses au clair. Et puis, c'est un témoignage aussi d'un acteur, d'une actrice du monde politique qui s'exprime sur l'aide publique au développement. C'est un vrai outil politique, de diplomatie, et vous cassez quelque part aussi la mauvaise image que l'aide publique au développement a pu malheureusement développer depuis un certain nombre d'années pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et donc là, on va pouvoir un peu rentrer justement dans le détail. Il y a vraiment plein d'informations chiffrées. Enfin, je sais d'où vient ce fameux chiffre de 0,7% du revenu national des pays qui constitue le seuil. Il y a beaucoup de seuils dont à chaque fois on se demande mais d'où viennent-ils? Comment ont-ils été déterminés? Je vous demanderai d'ailleurs, si vous voulez bien, de nous replacer ça dans le contexte historique à l'occasion de notre échange. En tout cas, merci d'être à nos côtés. Et ce que je vous propose, et là, Najat, je vous pose la question. Pourquoi vous avez pris la plume? Pourquoi prendre la plume pour nous faire cet opus Objectif 2030? Donc, ça nous renvoie aux objectifs de développement durable de l'ONU. Il nous reste 10 ans, effectivement, mathématiquement. C'est pour ça que vous avez pris la plume? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Et en plus, j'apprécie beaucoup les co-intervenants, donc heureuse de les écouter aussi. Pour vous répondre, Yann, en réalité, en 2020, à 2 reprises, j'ai pris la plume. J'ai pris la plume une première fois pour rédiger un petit opus sur ce qui me sautait aux yeux de la crise du Covid-19 et du premier confinement, à savoir la situation particulièrement dégradée des femmes. Ça s'appelle « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise ». Et c'est aussi un opus auquel je tiens beaucoup parce que je pense que, vous savez, dans ces moments où sont mises en exergue toutes nos lacunes, tous nos dysfonctionnements de société, il faut absolument éclairer ce qui ne va pas. C'est le moment ou jamais de les voir pour ne pas ressortir de la pandémie avec les mêmes dysfonctionnements. Et puis, quelques mois plus tard, je l'ai reprise pour insister sur cette question de la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Pourquoi? Parce que là encore, la crise du Covid-19, au fond, ce qu'elle nous donne à voir, c'est que lorsque un fléau s'abat sur nous, eh bien, il impacte évidemment nos sociétés développées, il impacte plus encore les sociétés du bout du monde et les pays les plus pauvres. Et l'immense crainte qu'on peut nourrir à l'aune de cette crise du Covid-19, c'est que l'extrême pauvreté s'accroisse de façon considérable. Et d'ailleurs, les chiffres sont déjà là. On a 120 millions de personnes supplémentaires qui tombent dans cette situation en ce moment même, c'est-à-dire la situation de vivre avec moins de 0,70
1,70 € pardon, par personne et par jour. Et donc, cette extrême pauvreté, je voulais qu'on prenne le temps de la regarder en face, de bien se représenter ce que c'est, et puis de se rendre compte qu'il y a des outils qui permettent de la faire reculer, voire à terme de l'éradiquer, comme nos pays en ont pris l'engagement. Il y a de cela quelques années, c'était en 2005, lorsque nous avons décidé, et ça a été réaffirmé donc 10 ans plus tard en 2015, nous avons décidé que nous allions avoir un monde dans lequel il y aurait zéro extrême pauvreté à horizon 2030. Et pour ce faire, nous avons quelques outils phares, et notamment l'aide publique au développement, qui permet à nos pays riches, finalement, de faire œuvre de solidarité internationale. Sauf que cette aide publique au développement, en fait, elle est pas mal remise en question avant la crise du Covid-19. Beaucoup la stigmatisent, en dénoncent les faiblesses, estiment qu'elle est gaspillée en corruption, qu'elle est inefficace. Et donc, l'objet de ce livre, c'est de donner à voir ce qu'elle a réussi à faire, cette aide publique au développement. Depuis les années 90, nous avons réduit de quasi 75% le nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, notamment grâce à cette aide. Depuis les années 90, nous avons divisé par 2 le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans du fait d'une maladie que pourtant on saurait éviter. Ils étaient quelques 36 000 par jour au début des années 90, ils sont quelques 18 000 par jour, c'est beaucoup trop encore aujourd'hui, aujourd'hui, mais enfin on a réduit ce chiffre par 2. Et donc, passer en revue tout ce que l'aide publique au développement, la solidarité internationale a permis, c'est une façon de dire, si on se retrousse vraiment les manches et qu'on y met le paquet, on est capable d'atteindre cet objectif zéro extrême pauvreté à horizon 2030. Malheureusement, déjà avant la crise du Covid-19, on avait un peu déraillé de l'objectif parce qu'il y avait eu la crise financière de 2008, parce que dans un certain nombre de grands pays, des forces populistes à l'œuvre détournent de cet objectif de solidarité internationale, etc. Avec la crise du Covid-19, eh bien, là encore, les priorités, y compris dans les pays riches, semblent être d'abord dans nos frontières, et donc le quoi qu'il en coûte est d'abord pensé comme une réponse à nos difficultés internes. Il faut pas. Il faut évidemment que ce quoi qu'il en coûte vaille également pour le bout du monde. Pour une raison simple, c'est qu'au fond, nous vivons dans un monde d'interdépendance, et c'est ce que j'exprime un peu dans l'introduction du livre. La vérité, c'est que ce qui se passe à l'autre bout du monde nous affecte aussi très directement, au-delà de l'humanité et de la question éthique et du fait que la valeur d'une vie devrait être la même où que l'on naisse. Eh bien, on voit bien que, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre qui sont hyper majoritairement produites par les pays riches vont affecter d'abord les pays du Sud et les pays les plus pauvres. A contrario, on voit bien que les crises, les guerres, les tensions qui naissent dans les pays les plus pauvres, eh bien, se traduisent en fil de réfugiés qui arrivent dans les pays riches. Donc, en fait, on est embarqué dans le même bateau, et la solidarité internationale, c'est pas simplement un gadget ou quelque chose à rajouter tout en bas d'une liste d'exigences. C'est une exigence absolue qui doit conduire désormais nos priorités politiques. Merci Najat, effectivement, de cette mise en perspective. En fait, c'est votre préambule de ce point de vue, votre avant-propos en 2 pages est extrêmement fort, je trouve. Déjà, ça nous met en perspective combien nous sommes dans un village sans frontières. Et au-delà de cette dimension géographique, en plus, ça nous met cette échelle de temps 10 ans. Donc, quelque part, le programme est assez clair. Cette espèce d'impératif qui s'impose à nous sont des évidences, et on reviendra sur la manière dont c'est pas si évident que ça, justement, que l'aide publique au développement ait vraiment un rôle absolument fondamental sur le sujet. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir, que vous nous exposiez et pourquoi c'est un outil absolument emblématique et efficace sous certaines conditions, qu'on évoquera sans aucun doute tout à l'heure. Sarah, je vais vous poser la même question. Pourquoi avoir pris la plume pour raconter et aider et accompagner les citoyens et citoyennes qui souhaitent s'engager?
Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Merci pour cette question. Je pense qu'on est à moitié d'y répondre. C'est pour aider les gens qui souhaitent s'engager. Ça fait à peu près un peu plus de 8 ans que je travaille avec des personnes qui lancent des campagnes sur Change.org, qui ne sont pas des militants et des militantes professionnelles et qui du coup se confrontent à la difficulté que représente le fait de militer et surtout le fait d'avoir un impact quand on se lance dans l'activisme. Et donc, je suis bien consciente du fait que mettre une pétition en ligne ne suffit pas pour changer le monde. Et justement, ce livre, il a pour but d'expliquer aux personnes qui ont envie de changer le monde de comment on peut s'y prendre et comment on utilise des outils tels que la pétition, mais aussi d'autres outils pour faire aboutir ces combats. Ce livre, il est important pour moi parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de référence de ce type en France. Et quand je dis de référence, je ne parle pas de réflexion sur ce qu'est le militantisme ou ce qu'est l'activisme ou ses fondements politiques. Mais comme vous l'avez dit, on n'a pas de méthodologie aujourd'hui qui est très accessible au grand public. Et je pense sincèrement que ce monde, on peut le changer que si chacun d'entre nous fait une part. Et notamment, je crois beaucoup au pouvoir des mobilisations locales. Et quand je dis local, ça peut être local, très, très local, c'est-à-dire dans son village, dans sa ville, mais aussi nationale et la manière dont on peut se coordonner ensemble pour faire avancer des choses qui prendraient plus de temps si on attend une réponse internationale ou mondiale. Donc, c'est un peu le complément de l'aide publique au développement et de comment est-ce qu'on agit de deux manières, à la fois avec une vision politique internationale qui est forte, mais aussi avec une énergie militante de terrain, avec des gens qui vont faire avancer les sujets sur des causes qui leur tiennent à cœur parce qu'elles les concernent directement. Donc ce livre, il a vraiment cet objectif d'équiper les gens qui ont envie d'agir avec une méthode facile à appréhender, mais l'ambition politique, elle est là aussi, c'est que je pense qu'on ne peut aujourd'hui répondre aux crises qu'on rencontre que par l'énergie de tout à chacun et surtout par une énergie coordonnée et d'organisation collective. Donc je m'inscris complètement dans la lignée des penseurs de l'organisation collective américaine. On l'a vu avec la dernière élection américaine, quand les gens prennent leur destin en main, ils peuvent aussi renverser à terme des situations d'oppression, même au niveau national. Donc, ce livre, il a ce but-là de vraiment d'équiper les gens qui ne savent pas par où commencer. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie ère de l'activisme qui s'est développée notamment sur les réseaux sociaux avec, moi je l'ai vu d'abord en 2016, la loi travail, puis en 2018, la pétition de Priscilla Ludowski sur le prix du carburant, les mouvements climat qu'on a vu aussi beaucoup prendre autour de l'affaire du siècle, avec la pétition qui avait été lancée par différentes ONG qui a atteint plus de 2 millions de signatures. Et puis aujourd'hui, tous ces influenceurs, tous ces Instagrammeurs et Instagrammeuses qui deviennent des activistes à part entière et qui amènent avec eux des communautés de gens qui vont soutenir des actions. Et pour moi, la question, c'est comment ces gens qui soutiennent des actions menées par des acteurs plus équipés vont pouvoir à leur tour lancer des actions localement, régionalement pour faire avancer les choses. Donc c'est vraiment l'idée de ce bouquin, c'est de donner les clés pour pouvoir se lancer à des gens qui ont déjà envie d'agir mais qui n'ont pas par eux-mêmes initié des mobilisations citoyennes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce livre, pour moi, il me tient à cœur parce qu'il repose vraiment à la fois sur l'expérience d'accompagner des personnes qui ne sont pas des militants et militantes professionnels, mais bien sûr sur l'histoire militante et activiste de dizaines d'années d'ONG, d'associations, d'activistes en tout genre qui nous ont un peu ouvert la voie aujourd'hui à notre génération, et je m'inclus dedans, pour pouvoir faire des choses, notamment grâce aux réseaux sociaux et grâce à la mobilisation citoyenne autour des pétitions, qui est ce que j'ai le plus vu dans les dernières années. Merci Sarah. On y reviendra justement sur cette manière d'être efficace, parce que c'est comme aussi ça que vous recherchez dans cette transmission de savoir, c'est la recherche du résultat. Et ça, c'est quelque chose qui vous est assez commun tous les trois dans cet ouvrage, dans cet exercice de partager du savoir et des points de vue et puis des méthodes. C'est une culture du résultat qui transparaît dans chacun de vos ouvrages respectifs. Alexandre Brailovsky, pourquoi avoir pris la plume? Permettez-moi d'abord de vous remercier parce que je suis intimidé, parce que je suis très, très honoré d'être présent dans cette discussion avec deux femmes aussi exceptionnelles que Najat et Sarah. Moi, ma trajectoire, elle a été finalement un peu j'ai eu comme Najat, j'ai écrit 2 livres dans les 2 dernières années. Un qui était plus sur le vécu et l'autre qui était plus sur la méthode finalement. Le traité dont vous parlez, qui fait l'objet de ma participation à cette réunion,
c'est la volonté finalement d'essayer de faire que ce travail artisanal, de faire que ce dont je suis fier, c'est effectivement d'avoir participé, hein, pas d'avoir conduit, mais d'avoir participé à des projets qui ont permis d'amener 1 million de personnes à Port-au-Prince à avoir de l'eau, ou 1,5 million dans les bidonvilles de Buenos Aires. Et ça, j'en suis très fier. Et c'est pour ça que je rejoins totalement Najat sur ce fait que l'aide publique au développement, elle est indispensable et qu'elle peut fonctionner, hein. C'est vraiment quelque chose qui marche et qui donne des résultats. Moi, mon ambition, ça a été de passer de ce stade, pas d'anecdote, mais de ce stade de vécu à finalement une mise en méthode, une mise en process pour quelque part essayer de répliquer le plus rapidement possible et de manière le plus industrielle ce genre d'activité. Donc, voilà quel était l'objet du deuxième livre. C'était vraiment d'essayer de montrer des exemples dans lesquels, finalement, on peut faire du développement quelque chose d'efficace, quelque chose qui a un impact, d'essayer de démontrer que l'entreprise, elle peut contribuer à finalement être utile au territoire, à avoir un impact positif au territoire. C'était ça un peu l'objectif, en disant tout ça, ça repose sur deux choses. 50% de méthode, 50% de process et 50% d'attitude. Et c'est là où je rejoins Sarah, parce que c'est extraordinaire de voir finalement, la méthode, elle est ultra simple. C'est recourir à l'intelligence collective. Et finalement, ce que fait Sarah, c'est de manière ultra moderne, de manière actuelle, comment recourir à cette intelligence collective en mobilisant les populations. Mon ambition, elle a été celle-là. Mon ambition pour le premier livre, je tiens à le dire, c'était un peu transmettre mon expérience à mes enfants. C'est-à-dire à travers toutes ces anecdotes, quelque part dans les carlingues des Nations Unies, en Angola, en Somalie, dans les camps de réfugiés, après au Guatemala dans la jungle, c'était quelque part de leur transmettre que finalement le vécu doit être le démarrage d'une réflexion. Mais ce n'est pas suffisant. Une fois qu'on a vécu ces choses-là, il faut les transmettre, il faut avoir cette générosité d'essayer de finalement mettre en boîte ou de mettre sous forme de livre de cuisine des expériences réussies. Donc dans les deux cas, c'était ça un peu l'ambition littéraire, c'est finalement transmettre cette possibilité du changement à travers des choses simples, qui sont des méthodes simples, et on en parlera sur la méthode constructiviste qui anime toutes ces expériences et tout ce mouvement, et aussi sur l'importance de l'attitude, l'importance de ce qu'on est en tant qu'être humain. Merci Alexandre. Et d'ailleurs, j'en profite, je rebondis, il y a une des phrases dans votre ouvrage qui indique quelque chose d'assez fondamental, mais tellement important à rappeler. Et en l'occurrence, c'est l'important n'est pas avec qui on parle, mais de quoi on parle. Et je vous demanderai, Alexandre, plus tard de rebondir là-dessus, parce que ça renvoie à des cas de terrain assez spécifiques où on peut sans doute au premier abord se dire ces personnes sont infréquentables et il ne faut absolument pas discuter avec elles. Oui. Et bien au contraire, pour atteindre un degré de résultat dans une situation humanitaire notamment, et je vous laisserai évoquer cette anecdote, c'est au contraire de quoi on parle qui importe pour faire avancer les choses. J'aurais une première un petit rebond qui vise Sarah et Najat. Sarah, à un moment, vous indiquez que choisissez bien un combat plutôt que 10. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que 2 bras et un niveau d'énergie qui reste assez limité en tant qu'individu. Mais plus sérieusement, je pense que c'est un peu le lot de pas mal de personnes qui ont envie de changer le monde, et je pense que les personnes dans ce call vont se reconnaître, c'est de ne pas pouvoir regarder les infos ou les réseaux sociaux ou ce qui se passe autour de nous sans avoir cette espèce de réflexe de dire mais il faut absolument agir, il faut absolument faire quelque chose. Et je pense que c'est là aussi où on a plus de mal à gagner, c'est quand on essaye de se mettre un petit peu sur tous les fronts. Et je pense au contraire que la question n'est pas de se mettre sur tous les fronts, mais de trouver plus de personnes qui vont chacune se concentrer sur un combat important. Donc c'est vraiment une question stratégique pour moi. Le fait de choisir un combat, c'est
c'est s'assurer aussi une efficacité plus importante. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on n'est pas un professionnel du militantisme et qu'on est chez soi et qu'on se retrouve dans des situations parfois compliquées quand on a des enfants, un travail, voilà, des activités qui font qu'on ne peut pas agir sur tous les fronts. Donc la première chose, c'est vraiment choisir son combat pour justement s'assurer une forme de réussite. Et puis au-delà d'un combat qu'on va choisir, c'est une campagne particulière. Et ça, je pense que c'est un petit peu la culture qu'il faut qu'on arrive à développer, nous militants, autour de nous, auprès du grand public, c'est qu'il y a des grandes causes et il y a des campagnes, il y a des combats spécifiques à mener à certains moments qui peuvent aboutir du fait d'une opportunité, qu'elle soit politique ou médiatique, et savoir choisir son combat et sa bataille au moment, à l'instant T, c'est un des premiers éléments qui fait qu'une campagne peut réussir et qu'on peut commencer à changer le monde. Donc ça me semble primordial. Et d'ailleurs, quand je discute avec des gens du livre, on me demande toujours comment est-ce qu'on fait buzzer des pétitions sur Internet. Mais la première chose que je dis toujours, c'est qu'en fait, l'élément central qui fait qu'une campagne, à un moment donné, va prendre de l'ampleur, c'est qu'elle a été stratégiquement choisie au bon moment avec un angle qui est le meilleur à ce moment donné et compte tenu de l'opportunité et du momentum dont on dispose. Donc c'est en ça que c'est pas simplement l'idée de se reposer sur les ressources disponibles, c'est aussi stratégiquement un élément très important. Merci Sarah. Najat, alors, vous évoquez dans votre livre à plusieurs reprises qu'effectivement, on est toujours en deçà des objectifs et des engagements, bon, et que ça, c'est un fait, et qu'évidemment, il faut que ça cesse. Mais je dirais à budget constant, à un moment, vous indiquez que la moitié de l'aide publique au développement française doit être consacrée aux secteurs sociaux. C'est un de vos points que je rapproche de ce sujet de choisir ses priorités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette affirmation, selon vous, que la stratégie la plus efficace, ce serait notamment celle-ci, de consacrer la moitié de l'APD française aux secteurs sociaux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, peut-être d'abord, comme vous le disiez en introduction, peut-être justement rééclairer tout le monde sur ce que c'est que ce fameux 0,7%, parce que en gros, ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque, de la même façon qu'il y a eu un grand plan Marshall pour reconstruire l'Europe, il y a eu une réflexion sur ce qu'on pouvait faire pour aider les pays en développement à sortir de la pauvreté, eh bien, un certain nombre de principes ont été adoptés, et notamment celui qui consiste à dire les pays donateurs, les pays riches, doivent atteindre le plus rapidement possible 0,7% de leur richesse nationale, de leur PIB. Donc, c'est un principe qui a été adopté dans les années 60. Vous vous rendez compte, ça fait quand même un certain temps. Un certain nombre de pays l'ont respecté depuis, et notamment des pays du nord de l'Europe qui sont toujours assez exemplaires en la matière, mais aussi l'Angleterre, par exemple. La France, pas encore. La France est encore à 0,44% de son PIB en termes d'aide publique au développement, ce qui représente à peu près 10 milliards d'euros par an, ce qui est un chiffre important. On ne va pas non plus battre notre coupe, mais on n'est pas à l'engagement qu'on avait pris. Or, en la matière, honnêtement, y être ou ne pas y être, ça veut dire concrètement pouvoir sortir plus ou moins de personnes de l'extrême pauvreté et donc, dans les faits, contribuer plus ou moins à sortir un pays de la nasse, parce que finalement, l'aide publique au développement, plus que les investissements privés, parce que vous pourriez me dire il y a aussi des investissements privés qui peuvent avoir lieu, mais l'aide publique au développement, elle est particulièrement pertinente pour venir soutenir les infrastructures d'un pays, pour venir répondre aux besoins primordiaux d'une population, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'alimentation naturellement, l'accès à l'éducation. Donc ce qu'on appelle les secteurs sociaux, ce qui nous paraît particulièrement prioritaire à soutenir en effet, c'est tous ces services de base-là dont on sait que quand notre aide publique au développement va les aider, ça va avoir pour effet de toucher les plus pauvres des plus pauvres dans les pays en question.
Alors que d'autres types d'investissements qui viennent par exemple parfois du privé vont avoir pour effet certes de contribuer à une meilleure croissance dans le pays bénéficiaire, mais en creusant les inégalités avec des beaucoup plus riches dans le pays pendant que d'autres restent très pauvres. L'aide publique au développement, si elle rentre dans les critères tels qu'ils ont été définis, peaufinés, améliorés avec le temps, normalement, elle a comme effet dans les pays bénéficiaires, y compris de remettre de l'égalité entre les gens en tirant vers le haut les plus pauvres des plus pauvres. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête que l'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, etc., ne va pas de soi pour cette population que j'évoquais tout à l'heure qui vit avec ses 1,70 $ par jour. Loin de là. Et honnêtement, quand on regarde un petit peu ce qui a été réalisé ces dernières décennies, eh bien, on se rend compte que non seulement le fait de donner plus pour, par exemple, vacciner des enfants contre un certain nombre de maladies évitables comme la rougeole, la tuberculose, le paludisme, ou les traiter quand il n'y a pas de vaccin, non seulement ça a permis de sauver des vies, mais en plus ça a comme effet vertueux que les pays bénéficiaires se mettent à leur tour à investir de plus en plus dans les secteurs, en l'occurrence de la santé. Que aider de plus en plus d'enfants à aller à l'école, ça a comme effet vertueux que les pays bénéficiaires se mettent à investir aussi à leur tour de plus en plus dans l'éducation. Donc les secteurs sociaux, c'est à la fois la base de tout et c'est en même temps ce qui permet finalement à un pays ensuite de renouer avec la croissance. Merci Nadjat. Ça me permet de faire un pont avec Alexandre sur cette dimension choix des priorités. C'est important parce que c'est une recherche d'efficacité qui se cache derrière une telle démarche ou un tel parti pris. Les bénéficiaires, à un moment dans votre ouvrage, vous indiquez que consulter les bénéficiaires, cela revient à modifier déjà les données techniques, sociales et financières qui pouvaient être imaginées avant d'arriver sur le terrain. Donc là, on est vraiment sur l'aspect, parfois, il y a loin de la feuille de papier et d'un projet et la réalité de terrain pour mener à bien un tel projet. Donc, la notion de consultation des bénéficiaires, elle permet, elle aussi, la détermination des priorités qui seront partagées pour plus d'efficacité. C'est ça aussi qui est derrière cette phrase? Ah, oui, ça en fait partie. Il y a un maître mot qui est l'appropriation. C'est-à-dire que les projets, ils marchent beaucoup mieux quand les gens se le sont appropriés et donc quand quelque part, ils ont contribué à la construction de ces projets. Alors, il faut savoir une chose, on en revient à ce que, et après je vais donner des exemples concrets, on en revient à ce que je disais de la méthodologie constructiviste, c'est-à-dire il y a ce que les gens connaissent de leur réalité, il y a ce que nous, et même moi et mes équipes, nous préparons, et il y a ce qu'on construit ensemble. Et ça répond exactement à ce que vous venez de dire. Les exemples sont multiples, c'est-à-dire que quelque part, et encore une fois, ce n'est pas pour shooter sur l'aide publique au développement ou des comme ça. Moi, je me rappelle de blagues sur la Banque mondiale où les gens de terrain disaient finalement, la Banque mondiale, ce sont des gens dans des bureaux à Washington qui inventent des solutions et qui après parcourent le monde pour trouver des problèmes qui correspondent à leurs solutions. C'est une blague, mais quelque part, c'est vraiment important de comprendre que cette démarche que moi je revendique, qui est empirique, qui parfois est brouillonne, c'est quelque part de s'asseoir avec les gens et de construire avec eux les solutions sans préjugés préalables. Notamment en Haïti, la solution, c'était l'Union européenne avait défini qu'on allait fournir de l'eau à tous les bidonvilles de Port-au-Prince avec des ONG, avec des forages, et que les ONG allaient transporter par camion l'eau dans des citernes et que ces ONG allaient vendre et organiser le commerce de l'eau. Et les gens ont répondu non. Nous, ce qu'on veut, c'est le rétablissement de la démocratie. On sortait de la dictature. Nous, ce qu'on veut, c'est être connecté au service public pour renforcer l'entreprise de service public, pour créer de la citoyenneté. C'est-à-dire que ces gens, et je suis sûr, Yann, que vous allez après reprendre d'autres exemples, mais ces gens qu'on considère comme analphabètes, ils avaient le bon sens de considérer qu'ils pouvaient placer au même niveau leur volonté de reconnaissance institutionnelle, leur volonté de reconnaissance citoyenne et leur bien-être immédiat. Et donc la solution qu'eux envisageaient était une solution intégrale quand
le bailleur de fonds, le décideur, lui, n'avait envisagé qu'une solution parcellaire. Et les exemples, je pourrais les multiplier à l'infini. Alors après, je voudrais, on ne le fera pas cette fois-ci, mais que Najat, on ait le temps un peu de parler sur la participation du secteur privé dans l'eau et dans l'assainissement. Pas parce que ce que vous dites peut être vrai, mais quelque part, c'est un grand problème, l'eau et l'assainissement. Autant je suis d'accord avec vous sur l'éducation et la santé qui ne peuvent pas rentrer dans une économie de marché, autant on peut, avec l'eau et l'assainissement, pour être efficace, avoir une répartition des rôles et responsabilités où la responsabilité du service public et de son universalité, elle est du public, mais la responsabilité de la gestion, elle peut être confiée à une entreprise. Alors après, le statut de cette entreprise, c'est une autre discussion. Je vous dis ça parce que quelque part, pendant 10 ans, j'ai travaillé à Buenos Aires et je vais encore en revenir à ce que disaient les gens des bidonvilles quand Mme Mitterrand a visité les bidonvilles. Ils disaient, écoutez, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que ça fait 30 ans qu'on attend de l'eau et l'entreprise est venue et elle permet qu'aujourd'hui on ait de l'eau. Et si un jour l'entreprise privée pose des problèmes, on s'en occupera. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que l'entreprise privée, elle a fait en quelques années ce que l'État n'avait pas fait pendant des dizaines d'années. On pourrait discuter plein de fois, je ne veux pas rentrer dans les choses, il faudrait prendre le temps, hein, mais quelque part, moi j'y ai cru à un moment donné, et j'y crois toujours, c'est que quelque part, on peut avoir un État qui régule et on peut avoir des entreprises qui font bien leur travail et qui contribuent au territoire. Et dans le cas de l'eau et de l'assainissement, moi, c'est 1,5 million de personnes à Buenos Aires, c'est 1,5 million de personnes en Bolivie, eau et assainissement compris. Et ce qui est dommage, c'est que ce débat un peu sincère, mais idéologique, il a cassé une dynamique à un moment donné où ça a apporté des résultats. Donc il faut faire attention. Je ne dis pas que je détiens la vérité, hein. Je peux me tromper et peut-être c'était la bonne solution. Mais ces expériences qui étaient finalement avaient des éléments de succès, aujourd'hui, on est toujours avec l'eau et l'assainissement, on est toujours avec ces forums qui continuent à dire il y a des millions et des centaines de millions de personnes qui n'ont pas d'eau. C'est seulement ça, hein. Mais c'est un doute, ce n'est pas une certitude. Mais je ne sais pas si je peux intervenir, mais je ne pense pas qu'on soit en désaccord, Alexandre. On est bien d'accord. C'est vrai que je pensais d'abord et avant tout à la santé et à l'éducation en évoquant ces secteurs sociaux. Et évidemment que sur des questions d'eau et d'assainissement, on a besoin d'entreprises, ce n'est pas le sujet. Ce que je voulais dire par là, c'est que on le voit par exemple lorsque nous, ONG, faisons du plaidoyer pour que nos États donateurs se concentrent par exemple sur les pays les moins avancés du monde. Pourquoi est-ce que nous faisons ce plaidoyer-là? Parce que c'est typiquement dans les pays les moins avancés du monde que vous n'allez pas avoir d'investissements privés qui vont aller spontanément investir en espérant avoir un retour sur investissement. Donc en fait, ce que j'avais en tête en disant ça, c'est plutôt la notion de retour sur investissement. L'aide publique au développement, contrairement aux investissements venant du secteur privé qui cherche un retour sur investissement, l'aide publique au développement est inconditionnelle. Doit être inconditionnelle. La vérité, c'est qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais elle est de moins en moins et il y a de plus en plus de conditionnalité et c'est un problème. Mais voilà, c'est simplement la distinction que je faisais. Après, c'est évident qu'on a besoin des acteurs du secteur privé, notamment sur les sujets que vous évoquez. On est entièrement d'accord et c'est très compliqué de savoir comment permettre l'initiative privée dans des contextes que vous décrivez très bien. C'est-à-dire que de toute façon, d'une part, majoritairement, les fonds qui vont être alloués pour solutionner ce genre de choses sont des fonds publics. Est-ce que le privé peut avoir sa place à d'autres conditions que les conditions du marché et de la rentabilité? C'est une question à laquelle, effectivement, je n'ai pas de réponse. Mais on est entièrement d'accord. Je ne regrette pas d'être intervenu comme ça m'a soulagé, quoi. Bon, ben ravi, si réponse... vous êtes en train de résoudre ensemble d'éventuelles potentielles sources de contradictions. Sarah, moi je reviens à l'une des premières pages de votre livre, où vous racontez finalement le début de votre engagement, en tout cas peut-être une découverte à l'époque, et vous l'exprimez ainsi, vous dites que vous aviez en fait une campagne pour parler de la situation au Tibet, et manifestement le message n'était pas passé, ça n'avait pas fonctionné, et donc ça vous avait a priori tiré l'enseignement suivant. Je pense que j'ai décidé ce jour-là d'utiliser les techniques de communication classiques que j'étudiais pour faire avancer les choses et changer le monde. La com. J'ai une question. Est-ce que la com gagne toujours?
Vaste question. Ah oui, je sais. Non, mais c'est une petite provocation parce que souvent, moi, je suis un juriste et le temps du droit, il est très décalé par rapport au temps de la com. Et j'ai appris d'expérience, et notamment avec mon associé et néanmoins ami, qu'au final, c'est souvent la com qui gagne. Alors, comment vous appréhendez ça? Parce que vous en avez fait vraiment un outil de stratégie et qui se traduit avec votre ouvrage, parce que c'est un manuel de communication un peu, hein, votre ouvrage, quelque part. C'est comment on exprime des choses. Mais je vous laisse réagir à cette importance moi, de la com. La communication, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et c'est là où je fais la différence entre la communication pure et simple et la question de l'activisme, qui est d'utiliser des outils pour mener une stratégie de changement social. Donc, je pense que l'idée de ce livre, c'est de faire un point d'entrée en expliquant mon parcours personnel. Maintenant, ce que je vois dans l'expérience que j'ai eue, c'est qu'on peut très bien utiliser des outils de communication pour faire avancer des choses qui ne sont pas forcément pour le bien commun. Et que l'idée, c'est qu'on arrive à être un peu à armes égales avec certains groupes qui, elles et eux, ont très bien compris comment utiliser justement des outils de communication pour faire avancer leur propre agenda. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Et on a beaucoup parlé d'accès, de méthodologie, Najat, quand vous parlez de dire que voilà, il y a certains pays qui forcément vont être plus affectés que d'autres par des politiques publiques. Je pense qu'il y a quelque chose qui se retrouve dans l'idée de la nécessité de rééquilibrer les balances et de donner à tout le monde des outils, en tout cas que chacun ait accès aux mêmes outils pour pouvoir avoir une démocratie qui fonctionne. Donc en ça, la communication, je ne sais pas si elle gagne toujours, mais il est important qu'aujourd'hui, surtout à l'ère des réseaux sociaux et quand on le voit dans l'actualité récente, où on a des responsables politiques qui réagissent quand même énormément à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et aux dynamiques communicationnelles qu'on a dans l'espace public, que chacune et chacun puisse utiliser les mêmes outils pour remettre une forme d'équilibre. Moi, ce que je trouve assez parlant dans les derniers mois, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à faire avancer des choses majeures autour des questions climatiques parce qu'il y a eu une organisation politique, certes, et organisationnelle, mais aussi communicationnelle qui a été massive autour de la question du climat. Ça fait des années qu'on parle de l'importance de travailler ou de réagir en tout cas sur la question climatique et on a eu, je pense, un espèce de quelque chose qui s'est complètement ouvert avec notamment la grande campagne qu'on a eue, à la fois Fridays for Future avec les manifestations des jeunes lycéens, mais aussi avec, j'en parlais tout à l'heure, l'affaire du siècle. Donc c'est important d'utiliser, de comprendre ces mécaniques communicationnelles pour faire avancer des sujets importants. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a certains objectifs qu'on doit atteindre et si ça doit passer par une utilisation efficace et coordonnée des outils de communication, tant mieux. Mais encore une fois, je vois ça comme un moyen, pas une fin en soi. Et surtout, ce qui me semble assez primordial, c'est on est à une ère où la communication, elle est plus descendante, elle ne vient plus de certains organes qui nous informent sur la réalité du monde, mais elle vient de chacun et chacune d'entre nous sur les réseaux sociaux. Donc, on parle beaucoup des fake news, on parle beaucoup de l'impact négatif des réseaux sociaux. C'est aussi parce qu'il y a une éducation à la communication et à l'utilisation de ces réseaux qui est faite auprès de certains groupes, qui n'est pas faite auprès d'autres groupes. Et moi, je vois aussi cet intérêt de rééquilibrer la balance en donnant accès à plus de personnes à ces techniques de mobilisation et de communication. Et c'est bien ce que vous faites et vous le faites bien parce qu'il y a des règles d'or qui transparaissent tout au long de votre livre. Alors, il y en a une, ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que quand on est dans l'indignation, être scandalisé par une situation, on en veut à la terre entière et s'adresser à la terre entière dans une campagne, en fait, c'est une mauvaise pioche, c'est s'adresser à personne. C'est vraiment un point sur lequel vous êtes très insistante et ça vous amène à privilégier plutôt, à un moment vous évoquez qu'il faut garder en tête ce principe, vous vous adressez aux gens qui veulent s'engager, votre influence grandit quand votre destinataire est proche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Vous pourriez donner un exemple? Oui, on n'a pas tous et toutes la chance de s'asseoir aux tables de négociation comme peut le faire One ou comme peut le faire Engie. Donc, la question, c'est quand on est un individu, comment est-ce qu'on exerce une forme d'influence? Et donc, je donnais cet exemple de l'influence qui grandit au fur et à mesure qu'on se rapproche de la personne. Et quand on se rapproche, je parle
potentiellement géographiquement, mais aussi en termes d'impact. Quand vous élisez une personne, vous avez plus d'influence sur cette personne lorsqu'elle est proche de vous, donc quand c'est votre député ou votre maire, par exemple, que quand c'est une personne que vous allez élire, mais qui est le président ou la présidente de la République, et donc vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à l'influencer. Donc l'idée, ça vient vraiment de l'expérience sur Change, où une très très grande majorité des pétitions qui sont lancées, qui sont adressées à Emmanuel Macron et avant lui à François Hollande, et qu'il est important aussi, je dirais même presque d'un point de vue d'éducation civique et de compréhension de comment se fait la politique aujourd'hui dans notre pays, que les gens réalisent que, en fait, ils ont de l'influence aussi sur d'autres acteurs potentiellement qui sont des acteurs soit qu'ils vont élire, soit avec qui ils vont travailler ou qui vont vivre avec eux dans leur communauté, et qu'on a besoin de recomprendre comment est-ce qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on influence, mais aussi comment est-ce qu'on fait ensemble dans nos communautés pour essayer d'avancer plus facilement. Donc, de cette expérience de tant de pétitions adressées à Emmanuel Macron, on a réalisé que, par exemple, les gens n'avaient pas forcément conscience qu'il y avait des problématiques qu'ils pouvaient régler près de chez eux en s'adressant à leur préfet, en s'adressant à leur maire, en s'adressant au président de leur région ou à la présidence de leur région. Et donc, c'était important aussi d'amener ça dans le livre et de dire qu'on a capacité et surtout on a une responsabilité à redonner de la force aux acteurs intermédiaires et à la société civile en général. On peut même adresser des pétitions aux entreprises, on peut adresser des pétitions aux associations. Donc, il y a plein d'acteurs à qui on peut s'adresser, sur qui on peut avoir de l'influence plus facilement. Et c'est aussi pour moi une condition de la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même un système politique qui est extrêmement centralisé. Et donc, on a nous-mêmes, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en s'adressant systématiquement à notre président ou à notre gouvernement pour faire avancer les choses, on diminue aussi l'influence de nos responsables politiques locaux, mais aussi des acteurs de la société civile avec qui on pourrait collaborer. Donc pour moi, c'est à la fois une question d'efficacité, mais aussi une question de démocratie et de redonner du pouvoir à ces corps intermédiaires qui ont été quand même pas mal malmenés depuis ces dernières années. Je pense que je ne surprendrai personne puisqu'on a bien vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et le besoin de retrouver de la puissance politique au niveau local, notamment via les maires qui l'ont très bien exprimé. Donc pour moi, c'est à la fois cette idée de stratégie et encore une fois de redynamiser la démocratie au niveau local. Merci Sarah. D'ailleurs, Yann, si je peux me permettre juste un mot, vous avez entièrement raison et le mot magique, c'est efficacité. Ça veut dire que quelque part, pour que des grandes institutions restent en contact avec les réalités, il faut absolument qu'il y ait ce type de mobilisation citoyenne et que les institutions en question comprennent la richesse d'écouter les populations, d'écouter les gens qui connaissent leur réalité. Absolument. À mon tour, Pardon Yann, du coup je vous interromps, on s'exprime tous sans vous laisser poser vos questions. Allez-y, je vais aller prendre un café. mais parce qu'on trouve tous intéressant ce qui vient d'être dit et je trouve que c'est peut-être le point le plus important à tirer de ce talk entre nous, c'est qu'en réalité, il faut prendre conscience de la valeur que ça a pour les citoyens que de comprendre comment agir sur leur environnement. Quand je dis ça, c'est pas simplement l'environnement au sens environnement, mais oui, sur ce qui les entoure. Moi, j'ai rencontré dans ma vie trop de gens malheureux d'être impuissants, de ne pouvoir rien faire ou d'avoir le sentiment de ne rien pouvoir faire lorsque l'ascenseur de leur immeuble est en panne et qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Trop de gens malheureux d'être impuissants, parfois face à une administration qui leur apparaît comme totalement kafkaïenne et ils ne savent plus à qui s'adresser parce qu'il y a tellement d'échelons, etc. J'ai rencontré aussi dans ma vie politique des façons de faire parfois venant de ces citoyens justement insuffisamment malheureusement éclairés sur comment agir, qui étaient inefficaces et qui m'ont souvent fait de la peine. C'est-à-dire, je me souviens, par exemple, dans mes jeunes années, quand j'étais, à l'époque, j'accompagnais des élus. Je n'étais pas moi-même élue, mais j'accompagnais des élus sur le territoire et puis je voyais comment ça se passait. Je me souviens de citoyens qui, du coup, profitaient de la présence de l'élu pour lui remettre à tout prix une enveloppe dans laquelle était décrit le problème qu'il rencontrait entre les mains, parce qu'entre les mains, c'est beaucoup plus sûr. Et en fait, quand vous êtes de l'autre côté du miroir, vous savez que en fait, c'est beaucoup moins sûr de remettre une enveloppe entre les mains d'un élu comme ça sur le terrain que de la lui envoyer par la poste.
par exemple. Parce que la vérité, c'est que quand vous l'envoyez par la poste, l'institution, donc la mairie, la collectivité, peu importe, ou la présidence de la République, qui va recevoir ça, a quand même un process dans lequel l'enveloppe, a priori, ne va pas se perdre et va être traitée. Peut-être tardivement, mais elle va être traitée. Alors que quand vous donnez comme ça, de la main à la main, une enveloppe, vous ne savez pas ce que devient votre courrier, elle peut être perdue à l'arrière d'une voiture. Voilà. Donc, c'est juste une anecdote et c'est un exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce sont des techniques qui s'apprennent que de savoir comment mobiliser, comment faire en sorte que des réponses soient trouvées aux difficultés qu'on rencontre quand on est citoyen. Et ce que disait Sarah sur le fait que ça commence par comprendre finalement quel est l'échelon le plus pertinent que je dois actionner, et en effet, évidemment, parfois c'est plus pertinent d'actionner, tu as dit, un préfet, je dirais par exemple en matière d'éducation, un recteur, que d'écrire directement au ministre. Mais est-ce que les gens le savent? Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié ce livre de l'activisme, ce manuel de l'activisme, parce que ça rend très méthodique tout ça, qui est en réalité une compétence qu'on doit désormais acquérir. Parce que pourquoi c'est une compétence plus que par le passé? Ça va avec le fait que nous sommes une communauté de citoyens qui a de plus en plus envie d'agir par elle-même, de prendre les choses en main. Ça va aussi avec la grande défiance de nos sociétés à l'égard des institutions, des politiques, des médias. Enfin, on le sait, tout ça, je ne vais pas refaire le topo. Et donc, du coup, cet empowerment, en quelque sorte, que nous appelons de nos voeux en tant que citoyens, eh bien, il doit s'accompagner d'une méthodologie pour que ce soit en effet efficace, comme le disait Alexandre. Et c'est vrai que si je prends mon parcours à moi, finalement, il y a ce que j'ai vécu comme citoyenne, comme femme politique engagée, etc. Mais mon expérience en ONG, qui est une ONG en plus où on a poussé très très loin la professionnalisation du plaidoyer, c'est-à-dire concrètement, nous, on a des méthodes qui sont acquises, apprises, de comment on procède pour faire une forme de lobbying. Pardon, le mot est vraiment un gros mot en France. Il ne l'est pas forcément ailleurs. Évidemment qu'on n'est pas rangé dans la même catégorie que le lobby de l'industrie du tabac. Voilà, parce qu'a priori, nous, on se bat, on fait du lobbying pour l'intérêt général, mais c'est quand même bien les mêmes méthodes qui consistent à identifier des interlocuteurs, à identifier les arguments qui seront impactants auprès de ces interlocuteurs, à mener, comme le disait Sarah tout à l'heure, des campagnes. Qui dit campagne dit stratégiser en effet un ensemble d'interventions et pas simplement une dans un coin à en effet coller avec une actualité. Nous, on sait très bien depuis des mois et des mois que la nécessité est là de faire en sorte que le vaccin soit un bien public mondial s'agissant du Covid-19. Ça fait des mois et des mois qu'on peaufine nos argumentaires, qu'on en parle déjà, évidemment, dans les bureaux, auprès des ministres, etc. Mais on sait aussi que lorsque le monde médiatique met un éclairage sur ces vaccins Covid-19, sur le fait que les pays riches en ont commandé beaucoup plus que le reste du monde, lorsque le monde médiatique met cela à son agenda, eh bien, notre parole et notre plaidoyer prend une puissance toute particulière. Et donc, il faut aussi stratégiser au sens de coller avec l'actualité. Et tout ça, je trouve que en fait, c'est un savoir précieux qu'ont les ONG, notamment celles qui font du plaidoyer, mais que les citoyens n'ont pas forcément. Donc, peut-être c'est là le progrès qu'on peut faire. Et d'ailleurs, culturellement, Sarah, vous évoquez qu'aux USA, l'usage de la plateforme Change, il est beaucoup plus fréquent que les pétitions visent les entreprises qu'ici. Mm-hmm. Mais j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des entreprises qui pétitionnent beaucoup sur les sujets? Il y en a. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce qu'il y a une tendance qui a disparu ou qui émerge en la matière? Il y en a eu, mais souvent pour servir des intérêts immédiats de leurs entreprises. Je me rappelle du Uber qui avait lancé une pétition quand le service a été interdit à Londres, qui avait d'ailleurs été une pétition qui avait été extrêmement signée puisqu'ils avaient envoyé une notification à tous leurs abonnés. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu des entreprises vraiment utiliser la plateforme pour pousser des plaidoyers justement pour le bien commun. Et très honnêtement, je pense qu'en termes de mobilisation citoyenne, le messager est plus important que le message et je crois d'ailleurs que si vraiment des entreprises avaient
avaient à cœur de faire avancer des sujets d'intérêt général, ils auraient peut-être ce serait plus intéressant pour elles de se mettre en retrait, de faciliter les choses et de laisser les premiers et premières concernées s'exprimer sur le sujet. D'ailleurs, ça peut être aussi vrai pour certaines ONG, et quand vous parliez de défiance tout à l'heure contre les personnes qui représentent une forme d'autorité, que ce soit les médias, le gouvernement, les associations, les ONG, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples d'associations d'ONG qui arrivent justement à se mettre en partenariat avec des personnes concernées par les problématiques pour les mettre en avant et pour qu'elles deviennent le messager, ce qui rend l'action beaucoup plus efficace. Donc oui, les entreprises le font. Je ne suis pas certaine qu'elles le font avec beaucoup de succès, en tous les cas, si elles ont des objectifs qui soient vraiment d'intérêt général. Alexandre, à un moment, vous dites il faut considérer l'aléa comme un allié irréductible. L'aléa. Alors, on est en plein aléa en ce moment, enfin, en tout cas, depuis quelques mois. Franchement, je pense que peu de monde avait prédit ça. Certains avaient prédit la crise financière de 2008. Ils étaient peu nombreux déjà. Mais là, ce qu'on est en train de vivre depuis un peu plus d'1 an maintenant, je pense qu'il y en avait assez peu dans cette dimension. Donc, ça veut dire quoi? Considérer l'aléa comme un allié irréductible en termes d'opération sur le terrain. Ça veut dire, alors, allié irréductible, c'est surtout, comment dire, le constat d'une réalité, c'est-à-dire il faut embrasser la réalité telle qu'elle est et accepter sa complexité avant de la réduire pour quelque part, un faux espoir de se faciliter la vie ou d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'il faut accepter toutes les dimensions de cette réalité, cette complexité, y compris la dimension humaine et les gens. Et quelque part, en faire des opportunités. Alors, ça fait très théorique, mais vous m'aviez interpellé sur l'histoire de qui, comment dire, c'est plus important avec qui on parle que c'est plus important de quoi on parle avec qui on parle. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire quelque part, ça fait référence à un moment donné où je suis dans les camps de réfugiés en Somalie. Il y a un commissaire kényan qui arrête un réfugié somalien qui a volé du lait et il l'emprisonne dans ce commissariat et on sent qu'il va en finir avec lui. Et quelque part, j'arrive, il ne s'agit pas de compromission, il ne s'agit pas de faire de compromission, mais d'accepter cette réalité et d'accepter de dialoguer. Ce n'est pas s'abaisser que de dialoguer avec cette personne. Et les exemples sont nombreux, mais c'est vraiment ça. L'aléa, c'est de ne pas. C'est un peu, alors je ne vais pas paraphraser Edgar Morin, mais c'est un peu accepter la réalité telle qu'elle est dans sa complexité pour en faire le moteur de notre énergie, le moteur de notre motivation. Après, quand Sarah parlait, effectivement, il y a des règles. Il faut quand même que chacun reste à sa place. Moi, je suis très tranché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que l'entreprise, par exemple, se mette à faire des pétitions et qu'elle joue avec ça en devant ou en arrière. Heureusement, je travaille pour une entreprise qui n'a pas ce genre de réflexe et ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'à la fois, pour revenir à votre question, Yann, il faut effectivement prendre la réalité dans sa complexité, il faut faire de l'aléa une opportunité, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, en résumé. Sans transition aussi, une question pour Najat. Il y a beaucoup de chiffres dans votre livre, justement, qui permettent vraiment de se figurer l'APD, d'où ça vient, où ça en est aujourd'hui et où est-ce que ça pourrait nous emmener. Il semblerait donc le dernier, l'un de ceux qui paraissent comme ça au premier abord surprenant, 16% de l'aide publique au développement française est faite sur le sol français. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ça, qui peut effectivement paraître contre-intuitif? Oui, c'est vrai, mais ça fait partie justement des chiffres qu'il faut faire connaître parce que on se retrouve parfois dans les politiques publiques qu'on conduit à en même temps énoncer de beaux principes, sembler très clair dans ce qu'on raconte et ce qu'on fait, et en fait à passer à côté du truc et à perdre de vue notre priorité. Typiquement, la politique publique de l'aide publique au développement, elle vise à sortir de l'extrême pauvreté les gens qui y sont plongés. Ces gens sont où? Alors vous me direz, malheureusement, il y a encore pas mal de pays du monde où ils sont, mais enfin géographiquement, aujourd'hui, ils sont essentiellement en Afrique subsaharienne. Parce que les quelques progrès que j'évoquais tout à l'heure depuis les années 90
ont plutôt été faits en Amérique latine, ont plutôt été faits en Asie, mais l'Afrique subsaharienne reste un endroit dans lequel se concentrent 40% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Donc, l'aide publique au développement, elle doit être complètement tournée vers cette priorité-là. Or, on s'est retrouvé avec le temps à y ranger, à mettre dans cette ligne budgétaire des choses qui sont certes très légitimes, mais qui n'ont pas de raison d'être financées par elles, comme par exemple l'accueil des réfugiés en France, comme par exemple les droits de scolarité, les bourses des étudiants étrangers en France, comme par exemple les frais de santé des demandeurs d'asile en France. Alors, à chaque fois, c'est des sujets très légitimes, hein, je le redis. Je veux dire, c'est bien qu'on puisse financer tout ça, mais ça ne doit pas apparaître dans l'aide publique au développement parce que finalement, c'est autant d'argent qui ne va pas dans cette priorité qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et en ce moment même est discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement, une nouvelle loi qui va un peu mieux cadrer ce que doit être l'aide publique au développement. Et nous, on a évidemment beaucoup travaillé, notamment avec des parlementaires de plusieurs bords, pour améliorer cette loi, faire en sorte d'une part que l'objectif de 0,7% du PIB qu'on évoquait tout à l'heure y soit enfin inscrit pour 2025. Et ça, on est assez content parce qu'on a réussi à remporter la mise, même si la formulation de la phrase, c'est la France s'efforcera d'atteindre l'objectif de 0,7% en 2025. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu, mais on y va. C'est ce qu'on appelle une obligation de moyens. Exactement, plutôt qu'une obligation de résultat. Bon, c'est le juriste qui parle et donc vous savez quelle est la différence entre les deux. C'est moins contraignant. Et la deuxième chose importante dans cette loi, pour nous, et elle est toujours en discussion, donc on travaille toujours avec les parlementaires, c'est de veiller à clarifier ce qu'est l'aide publique au développement, son unique priorité, qui doit être en effet de financer ce qui, à l'autre bout du monde, va sortir des populations de la pauvreté, et pas ce qui se passe sur notre territoire. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la conditionnalisation de l'aide publique au développement, qui est le deuxième travers que l'on a constaté ces dernières années, c'est-à-dire que dans de plus en plus de cas, vous allez avoir des acteurs, alors pas forcément pour l'instant la France, mais l'Union européenne nous semble aller dans ce sens-là, par exemple avec son aide publique au développement, des acteurs qui vont dire, des donateurs qui vont dire, OK, on accepte de vous aider, chers pays bénéficiaires, mais à condition que vous empêchiez votre population de migrer vers nous. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité migratoire. Eh bien, ça, c'est un vrai problème aussi pour nous, parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous allez d'abord et avant tout, avec cette aide publique au développement, financer dans les pays bénéficiaires de quoi dresser des barrières et des murs pour que les populations ne s'en aillent pas. Vous allez évidemment cautionner des atteintes au droit à la dignité des individus, parce qu'on sait très bien que quand on met ces pays en situation de devoir retenir par la force des gens qui auraient voulu migrer de le faire, eh ben, c'est à ça qu'on aboutit. Et donc ça, c'est un détournement, c'est un dévoiement complet de l'esprit de l'aide publique au développement qui ne doit servir qu'à une chose, extraire les populations de la pauvreté. Donc, vous voyez que derrière les discours, derrière les chiffres, il faut toujours se plonger. Alors, c'est des tonnes de tableaux Excel à relire en détail pour ne pas se laisser avoir, mais ce décryptage-là est absolument essentiel et c'est aussi ce qui a justifié la parution de ce livre, c'est que le grand public comprenne un peu mieux de quoi il est question. À la fois sache que c'est efficace et que ça peut finalement contribuer à sauver un peu notre monde. Donc, il faut continuer, il faut renforcer et en même temps, justement, il ne faut pas dévoyer. Et juste Najat, dans mon livre, je raconte une anecdote, un mythe qui est le mythe de Procuste pour caractériser ce dévoiement de l'aide publique au développement. Finalement, Procuste, c'était cet aubergiste qui faisait dormir ses clients dans un lit et quand leurs membres dépassaient, il les coupait et quand le lit n'était pas assez grand, il les étirait. Et c'est un peu, ça reflète un peu ce que vous racontez et ce que moi j'ai ressenti de l'aide publique au développement quand elle est dévoyée. Alors que si on part finalement on utilise cette intelligence collective et que quelque part, si on bâtit le développement, l'aide au développement des pays sur la vision que ces pays ont de leur futur et de leur société, on le fait. Et d'ailleurs, j'ai un seul cas dans lequel ça a été fait, c'était un rapport qui avait été commandité par la France sur Haïti
un rapport de Villepin qui disait Haïti est dans notre histoire, mais pas dans notre mémoire. Et quelque part, ce que recommandait, c'est la seule fois où j'ai vu ça, ce que recommandait ce rapport, c'est justement que le budget de l'aide publique au développement soit consacré à réaliser une vision construite par les acteurs haïtiens. Et ça, je pense que c'est exemplaire et ça résume ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce problème de logique de moyens et de logique de résultats, mais il y a aussi un problème de méthode. C'est-à-dire qu'il faudrait conditionner l'aide au développement à la construction d'une vision par le pays et ensuite, dans cette vision, la méthode de recours à l'intelligence collective. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frustré dans mes 15 ans d'expérience dans le développement, c'est que quelque part, quand on fait ça, ça marche, mais quelque part, on se demande pourquoi on ne fait pas ça systématiquement. Absolument. En fait, ce que vous décrivez là, c'est le terme, nous, qu'on emploie pour le dire, c'est l'alignement. En fait, il faut que l'aide publique au développement soit alignée sur les besoins des populations. Et donc, évidemment que le rôle des populations locales est absolument essentiel. Et il y en a une qui le raconte très, très bien à chaque fois, c'est Esther Duflo. Oui. Lorsqu'elle raconte les projets qui ont été financés par l'aide publique au développement, mais qui sont passés complètement à côté parce que justement on n'avait pas pris en compte des données culturelles qui font que vous avez beau construire un puits, vous oubliez juste que les femmes en fait elles ne peuvent pas s'éloigner à ce point-là pour aller chercher l'eau au puits et donc du coup à la fin il n'est pas utilisé. Et à contrario, quand on travaille avec les populations, on a des résultats beaucoup plus bluffants. Donc c'est vrai que ça fait partie des indicateurs de qualité de l'aide publique au développement, être aligné avec les besoins des populations. Là aussi, on doit améliorer les choses pour la France. Ça me permet juste aussi, parmi les idées reçues, Najat, dans votre livre, que vous soulevez, il y en a 8, je crois. Il y en a une qui est assez importante parce qu'effectivement, on peut souvent associer l'aide publique au développement à la corruption ou au détournement. Et vous faites des comparaisons de chiffres qui sont assez signifiantes. C'est moins de 1% de l'aide publique au développement qui peut, comment dirais-je, s'évaporer, on va dire. Mais vous le comparez avec la fiscalité au UK, c'est 2%. Et puis, s'agissant de la fraude des acteurs publics, privés, investisseurs, entre les USA, l'Union européenne et l'Australie, c'est 6%. Bon, donc là, quelque part, ces chiffres-là, bien compilés et mis en relief, ça relativise quand même beaucoup de choses sur cette idée reçue. Et je pense que ça, c'était aussi utile de le rappeler. J'en profite parce que, comme votre ouvrage est plein de ce type d'informations, on ne peut pas toutes les passer en revue, mais elles sont toutes très éclairantes parce que ça remet les choses un petit peu à leur place quand même, à leur juste place, on va dire. Oui, absolument. Et puis, au-delà des chiffres merci, que vous avez la gentillesse de rappeler, là encore, je veux dire, la corruption, quand elle a cours dans un pays donc pauvre, les premières victimes de cette corruption sont les populations les plus pauvres de ce pays pauvre. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, on ne va pas leur appliquer une double peine en disant alors du coup, on n'intervient plus du tout pour aider ce pays-là, alors que ce sont elles les premières victimes. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'aide publique au développement finance aussi des activités de lutte contre la corruption. Il y a beaucoup de choses qui ont été permises par l'APD, par exemple. Il y a une initiative, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Inspecteurs sans frontières sur la question de la fiscalité, ou alors sur les industries extractives. Il y a eu aussi beaucoup d'avancées qui ont été réalisées et qui ont permis de faire reculer cette corruption. Donc, moi, je pense que... Et puis, une dernière chose, pardon, c'était là où je voulais revenir parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur puisque vous êtes passé par Sherpa, la thématique des biens mal acquis et le fait que certains dirigeants, lorsque finalement ils sont condamnés pour avoir fait de la corruption dans leur pays, par exemple par les tribunaux français, eh bien nous, on propose, et c'est ce que j'écris aussi dans le livre, on propose que, une fois le détournement d'argent public sanctionné par la justice, notre ministère des Affaires étrangères français pourrait être chargé de conclure un accord de restitution des fonds avec l'État d'où ils ont été détournés, mais que ce serait finalement notre Agence française du développement qui aurait en charge la mise en œuvre au plus près des populations du financement, de cet argent, quoi. Que ce ne soit pas juste restitué et qu'ensuite on ne sache pas ce que ça devient. Sarah,
Change utilise Internet pour transmettre des informations et faire le buzz. Vous n'aimez pas l'expression, vous le précisez dans votre livre d'ailleurs, mais que c'est important pour le succès d'une campagne que de le faire. Parmi les outils, évidemment, vous évoquez Twitter. Moi, j'avais une question un peu stupide sans doute, mais il y a quelques années, Twitter, un tweet, ça se limitait à 140 signes, je crois. Ils ont doublé à 280 il y a peut-être 3-4 ans. Est-ce que de votre expérience, ça modifie quelque chose dans vos campagnes, dans les campagnes de ceux qui utilisent Change? Ce simple changement du nombre de signes, c'est vraiment une question qui peut peut-être paraître sans intérêt, et dites-le moi si c'est le cas, mais ça m'interpelle parce que vous l'évoquez comme étant un vecteur vraiment important, Twitter, ça fait vraiment partie des stratégies à mettre en place. Mais voilà, le doublement du nombre de signes, est-ce que vous avez constaté que ça faisait évoluer quelque chose dans l'usage qui était fait de la plateforme Change? Non, je n'ai pas vu de changement significatif. Je pense que le Twitter, c'est un outil d'interpellation utile pour des journalistes, des leaders d'opinion, des politiques. Il faut savoir quand même que les gens qui utilisent Twitter tous les jours sont quand même une catégorie de population bien spécifique, ce qui n'est pas le cas d'autres réseaux sociaux qui permettent justement de mobiliser au sens trouver des gens pour rejoindre une campagne. Pour moi, l'intérêt de Twitter, c'est avant tout cet outil d'interpellation de ces acteurs influents, je dirais. Donc, je n'ai pas vu d'évolution de l'utilisation de cet outil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à quel point, justement, moi, ce que j'ai vu dans l'évolution par rapport à Twitter, c'est beaucoup de militants et militantes qui arrêtent d'utiliser cette plateforme, plus que d'autres d'ailleurs, parce que justement, il y a une espèce de polarisation du débat qui est de plus en plus forte et violente sur Twitter, ce qui n'est pas le cas d'autres réseaux sociaux. Et je pense que justement, la longueur des tweets, on l'a vu, il y a des études qui ont été menées sur ça, qui est que le fait que le message doive être forcément court, ça pousse au clash, ça pousse à la petite phrase, et donc forcément, ça pousse à un débat qui est forcément beaucoup plus polarisant, beaucoup plus violent. Donc là, par rapport à votre question, non, je n'ai pas vu d'évolution significative. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau média de l'engagement et des mobilisations, c'est de plus en plus Instagram parce qu'il y a eu justement pas encore cette polarisation extrême et il y a plus des communautés de soutien, de solidarité qui se constituent sur Instagram, ce qui est moins le cas sur Twitter. Donc je vois aujourd'hui qu'il y a un peu des outils différents pour faire différentes choses. Instagram, c'est devenu vraiment un outil de mobilisation massive autour de gros sujets que sont, par exemple, le féminisme, l'antiracisme, les questions climatiques, avec des influenceurs et influenceuses qui ont la capacité vraiment à mobiliser les foules. Et puis Twitter, ça reste, une fois que on va dire cette communauté de départ est constituée, c'est un outil très efficace pour interpeller des responsables politiques, pour interpeller des journalistes et leur demander, par exemple, de couvrir certains sujets. Donc je pense que c'est de plus en plus d'ailleurs ce qui va se passer. L'évolution de l'usage de ces plateformes va devenir de plus en plus spécialisée. Et justement, des plateformes comme Instagram ou voire des plateformes de messagerie privée comme Telegram ou WhatsApp vont permettre aux groupes militants de s'organiser de manière sûre et un peu plus confortable, si je peux utiliser ce mot-là, parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir un tweetos qui va venir nous insulter ou nous harceler. Donc, à mon avis, il va y avoir vraiment cette espèce d'usage qui va continuer à se développer d'outils qui ne sont plus des espèces de plateformes où on parle de tout avec tout le monde, mais bien des outils qui servent des objectifs de mobilisation différents. Et je poursuis avec vous, Sarah, parce que, alors, je n'ai pas noté dans le livre de Najat, mais j'ai peut-être raté, mais j'ai vu 2 néologismes. Un, de votre côté, Sarah, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé, mais et du côté d'Alexandre aussi, je l'interrogerai sur ce néologisme que j'ai identifié. De votre côté, Sarah, c'est Crisitunity. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je crois que c'est un épisode des Simpsons il faudra googler sur les Simpsons Crisitunity. Je crois que, alors, je suis pas sûre que ce soit non plus les Simpsons qui l'aient inventé, mais en tout cas, moi, cette vidéo, elle m'a beaucoup fait rire. C'est une espèce de contraction entre crise et opportunité. L'idée de se dire que, en particulier, quand on fait de la mobilisation citoyenne et quand on fait de l'activisme, les crises sont les meilleurs moments pour mobiliser parce qu'elles permettent d'obtenir elles créent une opportunité en fait d'engagement, mais
aussi, on le voit, et pour sortir purement de la mobilisation en ligne, ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du Covid, c'est aussi une opportunité de repenser des modèles et de se dire, bah voilà, enfin, c'est pas moi qui invente ça, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, de créer ce monde d'après, de se dire on fait un peu un reset et on peut se lancer. Et je pense que c'est très intéressant du point de vue de nos réflexions et de nos théories de changement social, comment on peut plus souvent utiliser les crises comme des moments de changement et d'opportunités de changement. Et ça, c'est vrai beaucoup pour nous, militants engagés politiquement ou dans des associations, de vraiment saisir, et je reprends la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le plaidoyer et ce que vous expliquez, Najat, sur la question de trouver le bon moment pour aller trouver le bon interlocuteur. Et je pense que ces crises-opportunités, elles vont devenir de plus en plus fondamentales pour faire avancer des choses dans des... Enfin, aussi parce que pour moi, elles permettent de garder une forme de foi en l'avenir. Enfin, très sincèrement, quand on est dans des situations où on a l'impression qu'on va à crise après crise, sociale, économique, sanitaire, etc., c'est dur de trouver cette énergie pour dire il faut continuer. Et justement, le fait d'aborder les choses un peu avec le verre à moitié plein, entre guillemets, et se dire, bah voilà, c'est une opportunité de faire avancer tel et tel sujet, c'est un moyen pour moi, et en tout cas ce que j'ai vu autour de moi pour les activistes, de rester mobilisés et surtout d'obtenir des résultats. Oui, et d'ailleurs, vous dites assez justement que c'est vraiment très important de fêter les victoires, y compris les victoires d'étape, parce que dans tous ces combats-là, c'est tellement d'énergie déployée qu'il faut vraiment savoir célébrer même des petites victoires d'étape, parce que ça fait d'émulation et c'est quelque chose en termes d'attitude que vous recommandez aussi dans votre ouvrage. Alexandre, c'est équiprobable. Qu'est-ce que c'est que ce mot équiprobable? Donc là, j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce que vous pourriez illustrer et pourquoi vous en parlez à un moment dans l'ouvrage? C'est au tout début de l'ouvrage, d'ailleurs. C'est quelque part, ça reprend un peu ce que disait Sarah, c'est-à-dire quelque part dans ce moment qui est tellement difficile, c'est dire finalement on peut s'inventer notre propre système de probabilité et surtout il faut profiter des espaces. Moi j'ai la sensation quelque part, on sait tous qu'on est dans un modèle un peu économique et social qui est c'est plus qu'en question, il est quelque part de la vie de beaucoup de gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi, périmés. Et finalement, quelque part, moi, ce à quoi je travaille, c'est quelque part de profiter de cet espace et d'amélioration potentielle, même si il peut jouer éventuellement sur ce modèle, mais surtout pour quelque part inventer la propre probabilité. Donc, quelque part, ça reprend une des anecdotes, je pense que vous pourrez la citer, c'est-à-dire qu'on a quand même une marge de manœuvre bien supérieure à ce qu'on pense, même s'il y a cette réalité. Et l'équiprobabilité, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est quand même les maîtres du destin et on a quand même une marge de manœuvre suffisante. Ce que j'adore dans l'intelligence humaine et dans l'intelligence des gens, c'est cette anecdote sur les tap-tap en Haïti. C'est-à-dire, les transports en commun en Haïti, c'est des bagnoles privées que les types ont repeints. Ils possèdent des trucs, ils mettent des devises, ils mettent des proverbes, ils mettent des choses comme ça. Et notamment, j'en ai croisé un à Port-au-Prince qui avait 2 véhicules. Et il avait appelé le premier en principe, c'est ça, et l'autre en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quelque part, ce qui fait partie de l'équiprobabilité, ce qui fait partie de la marge de manœuvre, c'est quelque part la capacité, et c'est ça cet avantage de partir de la réalité avant de modéliser. C'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'est un préjugé ou l'inverse de ce qu'est une idéologie, quelque part. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, mais je pense que si, oui. Et pour quand même préciser les choses, c'est la contraction de probable et équitable. Donc, absolument, quelque part, on voit un objectif qui fait face aussi à l'aléa. Et c'est vrai que ça fait ce lien. En fait, il faut être très élastique pour mener à bien tous les projets que tous les trois vous avez dans vos cœurs de métier respectifs. Une espèce de souplesse ou agilité. Et quelque part, je pense qu'il y a... En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, il y a ça derrière. Absolument. Et il nous reste encore 10 minutes, tous les trois. On pourrait continuer, mais allons droit au but sur les dernières minutes que l'on a ensemble. Najat, il y avait une phrase qui me semble hyper importante aussi à la fin de votre ouvrage, quand vous dressez un peu les contours de l'APD idéale.
calibrer les choses comme ça, préciser que la pauvreté est sexiste, le développement doit être féministe. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus, parce que cette phrase-là en dit long. Mais oui, parce que la pauvreté est sexiste. De toute façon, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure à propos du livre que j'ai sorti en septembre dernier, la crise du Covid-19, une fois de plus, a montré qu'à chaque fois qu'on est en situation de crise, les premières à boire la tasse, ce sont les femmes. Donc, de façon structurelle, dans ces pays sous-développés, dans ces pays où on manque de tout, les premières à être les plus vulnérables, ce sont les femmes. Et notamment parce que, à bien des égards, elles ne sont même pas autorisées à participer ni à l'éducation, ni à l'activité économique. Et donc, finalement, si je reviens à ce qui doit être la définition de notre aide publique au développement, à savoir à chaque fois avoir pour vocation de sortir les plus vulnérables des vulnérables de leur situation, eh bien, on ne peut pas être aveugle à la dimension genrée du problème. Et donc, nos projets d'aide publique au développement doivent, pour l'immense majorité d'entre eux, avoir comme objectif prioritaire de faire l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois, on doit pouvoir se poser la question, OK, là, on soutient un projet, c'est bon pour les populations. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce projet pour que, en plus d'être bon de manière générale pour les populations, il contribue à réduire les inégalités crasses entre les femmes et les hommes? C'est ce qu'on appelle au fond une diplomatie féministe de l'aide publique au développement. Or, cette diplomatie féministe, eh bien, on s'en targue beaucoup en France, mais la réalité, c'est que quand on regarde nos chiffres actuels, moins de 5% de notre aide publique au développement française finance des projets dont l'objectif est la promotion de l'égalité, l'objectif principal. Si vous voulez les comparer avec des pays qui nous semblent vraiment beaucoup plus loin devant, vous prenez la Suède, on prend toujours la Suède à chaque fois qu'on parle de féminisme, eh bien 83% des projets qu'elle soutient sont des projets qui sont notamment guidés par cette égalité femmes-hommes. Le Canada, 87%. Donc en fait, on peut faire beaucoup mieux, et ce qu'on est en train de défendre dans la future loi que j'évoquais tout à l'heure en ce moment au Parlement, c'est que nous ayons au moins 80% des projets soutenus par la France dans son aide publique au développement qui ait comme objectif significatif l'égalité entre les femmes et les hommes, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Juste pour terminer là-dessus, parce que c'est pareil, ça fait partie de ces chiffres qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais il faut bien avoir conscience qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, c'est quand même près de 3 milliards de femmes qui ne sont toujours pas légalement autorisées à exercer les mêmes professions que les hommes. Près de 3 milliards de femmes. Donc, il y a quand même des sujets qui doivent, au même titre que la protection de l'environnement, par exemple, qui doivent retenir toute notre attention d'urgence maintenant. Oui, merci. C'est important de rappeler tout ça, Najat. Et évidemment, Sarah, dans votre ouvrage, vous l'évoquez, puisque ces combats féministes sont ultra présents dans le livre, parce qu'ils sont aussi des démonstrations de campagne efficace. Donc, quelque part, ça se rejoint vraiment. Là, on est vraiment dans les 5 dernières minutes. Ce que je voulais vous demander, peut-être, avant qu'on se quitte, c'est que, évidemment, on n'a pas pu traverser, c'est toujours frustrant. Déjà, je peux que recommander vos livres aux gens qui vont regarder, qui ont pu voir en live et qui regardent dans le replay, parce que les uns comme les autres sont hyper éclairants. Et donc, on n'a pas pu rentrer dans chacune des dimensions des ouvrages. Celui d'Alexandre, d'ailleurs, rentre dans une méthode aussi, comme celui de Sarah, mais là, appliqué notamment au monde de l'entreprise pour faire des choses sur le terrain concrètes et avoir un personnage comme Alexandre Brailovsky au sein d'un grand groupe comme Engie. Déjà, je trouve ça assez emblématique, personnellement, vraiment. C'est une vraie démonstration de responsabilité sociétale en termes de recrutement, je trouve. Et peut-être que la façon dont on pourrait se quitter, c'est de se dire, je pense qu'il y a plein d'ambitions qui sont partagées, de toute façon, à travers la manière dont vous avez exprimé les choses, vos enjeux, ceux de vos organisations en particulier. Quelles sont les actions communes qu'on pourrait imaginer avec des acteurs comme vous? Est-ce que la conversation qu'on a pu avoir, évidemment, toujours un peu frustrant et limité, mais vous amène à dresser les contours de choses qui pourraient être partagées dans un avenir proche. Là, qui veut éventuellement se lancer sur cette dimension-là?
Moi, je veux bien comme ça après, c'est plus simple et puis après, vous rebondirez. Mais moi, j'y tiens parce que le dernier article que je publie dans le livre en question, il est sur la coopération intersectorielle. C'est-à-dire de dire que quelque part, on sortira d'autant mieux de cette crise et on sortira là, par le haut de cette crise, d'autant plus qu'on sera capable de réinventer une coopération entre la société civile, entre le privé et entre l'autorité publique. Mais ça, bien évidemment, il ne faut pas être naïf. Ça implique que chacun soit capable de regarder l'autre avec un regard différent de ce qu'il a aujourd'hui. Pour être tout à fait clair, ce malentendu, il est bilatéral. Hein. C'est-à-dire que le manque de confiance, la défiance entre le citoyen, les grandes institutions, mais la défiance entre les ONG, les gouvernements et les entreprises, elle est réelle. Comment peut-on construire une relation essentielle pour sortir de cette crise sans naïveté, c'est-à-dire dans le respect du mandat de chacun? Moi, encore une fois, je vais plaider pour l'exemple. Et une des choses qu'on peut faire, c'est d'imaginer, dans le respect du mandat de chacun, comment on peut collaborer ensemble. Pour le changement climatique, ça commence à venir. L'urgence de la situation fait que l'entreprise commence à comprendre la richesse d'ONG environnementales qu'avant elle voyait comme des ONG un peu drastiques, comme des ONG un peu trop contestataires. Elle s'aperçoit que finalement, elle se rend compte que son problème, c'est de ne pas les avoir écoutés et de ne pas avoir suffisamment bénéficié de leurs conseils sur la sortie du charbon, sur la vitesse à laquelle sortir du charbon, sur la manière de sortir du charbon. Et elle commence à réaliser. Et je pense que cet effort, l'entreprise doit le poursuivre, mais je pense que si on veut vraiment que ça marche, il faut que chacun balaye un peu devant sa porte, et pas seulement. Alors, bien évidemment, plus une institution est puissante, plus ça appelle à de la responsabilité. On est d'accord. Mais n'empêche que si on est tous d'accord sur le fait que la coopération est une porte de sortie par le haut de cette crise, je pense que cet exercice, il ne peut être que salutaire et pourquoi pas le démarrer avec une tellement belle organisation comme la Fondation One et une tellement belle organisation comme Change.org. Peut-être si je peux me permettre de rebondir là-dessus, Yann, et puis Bien comme ça sûr. on laissera le mot de la fin à Sarah, mais je rebondis là-dessus parce que je suis archi d'accord. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas être d'accord parce qu'à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, la principale prise de conscience qui doit être la nôtre sur les sujets de pauvreté comme sur les sujets écologiques, comme enfin, tous les sujets, les inégalités, c'est que nous sommes embarqués sur un même bateau, nous sommes embarqués ensemble. Eh bien, dans ce bateau, de toute façon, il y a des acteurs de nature diverse. Et je pense en effet qu'il n'y a aucun acteur aujourd'hui, je ne vois pas en quoi, par exemple, les entreprises seraient à côté de toutes ces mécaniques, toutes ces dynamiques que l'on vient d'évoquer, tout cet engagement que l'on vient d'évoquer, qu'elles ressentent d'ailleurs, y compris en leur sein. C'est évident et j'ai eu l'occasion, moi, de m'y frotter à cette réalité-là de façon très étroite, puisqu'il se trouve que je préside le conseil stratégique d'une fondation qui s'occupe des réfugiés aussi, c'est une autre de mes activités à l'échelle mondiale, et il se trouve que cette fondation a comme spécificité de mobiliser des grandes entreprises pour qu'elles prennent leur part dans les efforts que l'on peut faire pour l'insertion des réfugiés, notamment par l'emploi. Et donc, ça fait quelques années maintenant qu'avec mon petit bâton de pèlerin, je vais voir un certain nombre d'entreprises et on les convainc de s'engager dans cette dynamique. Et je dois vous dire que moi, je suis assez très, très, très agréablement surprise par ce qui se passe autour de ça. C'est-à-dire que assez surprise d'abord par, franchement, le courage d'un certain nombre de grandes entreprises, en particulier sur des sujets qui pourtant paraissent sensibles dans le débat public, caricaturés, etc., mais quand elles y vont, elles y vont. Et assez surprise aussi par l'impact qu'elles ont lorsqu'elles y vont. C'est-à-dire que lorsque donc des entreprises s'engagent à prendre en emploi, en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit, 100, 200, 500 réfugiés dans les 2 ans qui viennent, eh bien, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que le discours qu'elles vont porter
va profondément impacter leurs employés en interne, alors on aurait pu se dire, oh là là, les employés vont se dire, mais pourquoi on accueille des réfugiés, etc. Mais non, pas du tout. Les employés sont extrêmement fiers que leur entreprise se mette à défendre ces valeurs-là. Et deuxièmement, elles vont impacter aussi l'état d'esprit de leurs consommateurs, parce que du coup, si elles se mettent à communiquer sur ces sujets, enfin, on entend une communication qui n'est pas celle des plateaux télé à la CNews et compagnie, enfin, ce à quoi on a fini par s'habituer en termes d'horreur du débat public. Bon, et donc, du coup, moi, forte de cette expérience, je sais absolument le rôle que peuvent et que doivent jouer les entreprises aux côtés des pouvoirs publics, des ONG, etc. Le seul truc, c'est que, et ce sera ma conclusion, c'est que je pense que ce qui nous manque parfois dans ces grands sujets, et c'est peut-être ce qui nous a fait ressentir l'envie de prendre la plume tous les trois, c'est un éclairage commun, c'est-à-dire vraiment se mettre d'accord. Ce que le GIEC, après avoir prêché dans le désert pendant des décennies et des décennies, a enfin obtenu avec attention, il ne faut pas qu'on dépasse les 2 degrés, etc. Voilà, avec le changement climatique, il faudrait qu'on arrive à l'obtenir, par exemple, sur la question de la lutte contre les inégalités. Attention, là, on est en train de faire n'importe quoi. Regardez comme les plus riches se sont enrichis de façon scandaleuse pendant la crise du Covid-19. Donc, attention, il faut qu'on... Voilà, donc sur la lutte contre les inégalités, sur l'éradication de l'extrême pauvreté, enfin, sur un certain nombre de... Il n'y en a pas 36 000, et il y en a peut-être 4-5 sur la lutte contre les inégalités de genre. Il y a 4-5 sujets comme ça sur lesquels il faudrait qu'on ait un éclairage commun à tous ces acteurs pour nous permettre d'être plus efficaces et de tirer dans le même sens. Merci Najat, j'adore l'idée. Mot de la fin pour Sarah. La plateforme Change dans tout ça, elle aurait sans doute... Le micro est en mute, Sarah. Le micro est en mute. Mais Pardon, merci. Quel est votre avis sur cette dimension? Je vais faire court parce que je pense que tout a été dit. Moi, je crois en effet à la question de la confiance. Et la confiance, elle doit être réciproque. Donc, la confiance dans les acteurs, dans la capacité des citoyens et citoyennes à élever des problématiques qui sont réelles et donc à les prendre en compte. Et inversement, les citoyens avoir confiance dans ces acteurs, dans le fait de le résoudre. Il y a peut-être une dernière chose que je pense il faudrait qu'on arrive à faire toutes et tous ensemble. C'est de développer, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la question de l'empowerment et de remettre au centre de nos démarches les personnes directement concernées, que ce soit des entreprises ou des ONG ou nous en tant que plateforme, de vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on développe le pouvoir d'agir, parce que je pense que ça résout aussi une grosse crise démocratique dans laquelle on est, qui nous permettra à terme aussi de pouvoir faire face à des problématiques mondiales qu'on est en train de voir aujourd'hui et qui sont tellement impossibles à résoudre si comme vous le dites, on fait chacun dans notre coin. Donc, remettre les citoyens et citoyennes au cœur de tout ça. Bien, je vous remercie tous les trois vraiment pour cet échange. C'était passionnant. Je recommande vraiment la lecture de ces ouvrages parce qu'ils sont hyper complémentaires. Ils apportent des choses très différentes les uns et les autres. Mais ce qui est étonnant, et en même temps, ça n'est pas du tout, c'est que vous vous rejoignez sur des fondamentaux en termes de recherche d'impact, d'efficacité, en termes de méthode, en termes d'attitude, ce qui finalement, moi, me rend optimiste, en tout cas, pour l'avenir. Donc, il y aura bien sûr les liens vers vos livres à la fin de la vidéo. Et encore merci vraiment de votre contribution à tous les trois. On retrouvera le replay sur les différents réseaux sociaux pour ceux qui voudront revoir ce live. Merci, très bonne soirée et à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.